Bonjour à tous, je me trouve à Valère, près de Tours, où se tient l'université d'automne de l'UPR. En ce moment même se tient une table ronde sur le Brexit avec des intervenants britanniques. On va essayer de leur poser des questions et on va faire le tour de l'université pour recueillir les témoignages des adhérents et des sympathisants qui sont venus pour l'occasion. C'est parti. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. On voulait avoir votre opinion sur la tenue de l'université de Valère. Comment ça s'est passé ? Écoutez, ça se passe très très bien. Moi, on avait un petit souci. On se disait, normalement, il n'y a pas d'élections comme les élections européennes qui se profilent. Il y a les élections municipales, mais qui ne sont pas encore dans la tête des gens, alors que l'année dernière, tout le monde avait à l'esprit les élections européennes. On a eu un score aux élections européennes qui a déçu un certain nombre de nos adhérents et militants, en partie à raison, en partie à tort, parce que notre score, si on l'examine bien, est finalement très encourageant à de nombreux égards, même si on aurait bien entendu préféré qu'on fasse mieux, mais n'oublions pas qu'il y avait 11 candidats à la présidentielle et 34 listes, donc il y a eu un effet de dispersion des votes. Et donc on se disait, bon là en plus on a avancé l'université, on l'a fait début octobre, on se disait qu'on risquait peut-être d'avoir beaucoup moins de monde. On a à peine moins de monde finalement que l'année dernière, donc c'est un beau succès. Eh bien comme chaque année, pour la 3e année consécutive, on choisit Valère. Ça a toujours été un grand succès parce que c'est assez central en France et du coup on peut réunir un maximum de gens. Cette année, alors que nous attendions à faire un tout petit peu moins que l'année dernière, c'est une fois de plus un grand succès. On est surpris d'avoir une telle affluence. C'est toujours très dur à organiser, mais toujours une réussite. Ouais, vous en pâtissez un peu, il y a beaucoup de travail. Énormément de travail. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous en pensez ? Ma foi, ça me semble encore très bien organisé, comme tous les ans, je suppose. Des très belles tables rondes, de très bons intervenants. Un grand plaisir de voir nos amis britanniques faire le déplacement jusqu'à chez nous. C'est vraiment extraordinaire d'avoir des intervenants de cette qualité, quoi. Et vous en retenez quoi de cette journée ? Il y a quelque chose qui a retenu votre attention ? Il y a une intervention qui a retenu votre attention ? Monsieur Gave retiendra toujours toute mon attention. Je trouve que c'est un économiste de haute volée et c'est très appréciable de l'avoir chez nous. Les deux tables rondes étaient assez alléchantes, puisqu'on a quand même eu du monde, et d'abord à la tribune, avec Philippe Béchat des Iconoclastes, avec Charles Sana de insolenciae.com, qui est un site contrarien bien connu, avec Vincent Brousseau, ça c'est la table ronde du matin, voilà, sur le monde est-il au bord d'une crise financière majeure. Et puis l'arrivée en vedette américaine de Charles Gave, qui participait à la table ronde de l'après-midi, qui est venu clôturer la table ronde sur la crise. Et puis l'après-midi, on a eu une table ronde qui était vraiment, je crois, très très intéressante, avec Charles Gave dont je viens de parler, mais surtout, également Owen Paterson, donc le secrétaire d'État du gouvernement Cameron, qui était le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord, et qui ensuite s'est occupé d'artisanat et d'alimentation, avec Lucy Harris, qui était numéro 2 sur la liste du Brexit Party de Nigel Farage aux élections européennes de 2019, avec la présence également de John Rogland, qui est un universitaire qui était déjà venu à notre université de Tours en 2013, que j'aime bien, et puis avec Dimitri Devine, notre représentant qui avait contribué à l'organisation de tout cela. Ça a été, je crois, très très intéressant. Moi, je suis très content. J'avais un peu peur au début que ce soit assez technique. Moi qui suis un peu féru d'économie et quelques petites notions. Quand j'ai vu les noms ce matin, je me suis dit que ça allait être peut-être technique pour l'audience. Et en fait, pas du tout. Je les ai trouvés très pédagogiques sur les termes. Et voilà, c'était relativement accessible, donc vraiment très très bonne qualité. Et si vous devez retenir une intervention de ce matin, vous retiendrez quelle intervention ? De ce matin, ça va faire prêcher pour la paroisse, c'est dommage, mais moi c'est le propos de Vincent Brousseau qui est en charge des questions monétaires à l'UPR sur sa théorie de la sortie furtive de l'euro. Sans le voir, voilà, c'est un document, je pense, qui est très important et qu'il faut aller voir. Sinon, tous les intervenants sont de très bonne qualité. Là, John Holland, je le trouvais absolument excellent sur la deuxième table ronde sur le Brexit. Voilà. On a des intervenants de bonne qualité. Ça, c'est depuis moi qui ai vécu 2012 avec la première université. C'est quelque chose de constant et qui se maintient, donc tant mieux. Alors nous, la prochaine étape, c'est les municipales. C'est les municipales, parce que les municipales, ce que nous allons, là, je vais annoncer 44 villes
de plus de 5000 habitants où nous allons avoir des listes pures UPR, enfin sous l'étiquette UPR, pas forcément que des adhérents de l'UPR, mais des adhérents et des sympathisants de l'UPR. Donc on aura 44 villes. Pour l'instant, c'est une première liste. On espère qu'on en aura d'autres. Une première liste de 44 villes de plus de 5000 habitants que nous allons présenter. Notre objectif, c'est quoi? C'est dans ces villes-là d'avoir le soir du premier tour 5, 6, 7, 8 villes, je ne sais pas, où l'on fasse 3, 4, 5, peut-être 6, peut-être 7. On a de bon espoir parce qu'il y a des villes, par exemple, en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est le département de France métropolitaine, puisqu'on a fait des bien meilleurs scores outre-mer, mais le département de France métropolitaine où on a eu les plus forts scores, c'est la Seine-Saint-Denis, où nous avons eu près de 2% des suffrages, avec des villes où on a fait 2,5, 2,6, mais avec 34 listes. Or là, dans des villes comme La Courneuve, comme Aulnay-sous-Bois, Drancy, etc., là, il n'y aura pas 34 listes. Et la population rejette en fait tous les partis qui se sont partagés, les prébendes, il y a de la corruption, il y a il y a beaucoup de gens qui sont un peu désespérés. Et nous, va apporter, je l'espère, un vent de fraîcheur. Vous pensez par exemple que Zaman, qui était numéro 2 de la liste pour les européennes, sera candidate à la mairie de Gentilly. À la mairie de Gentilly, il y avait en 2014, il n'y avait que 2 listes. Il y avait les Républicains et le Parti communiste. Une ville qui est communiste depuis des années. Alors là, il y aura peut-être une liste Front National, mais à mon avis, il n'y aura pas 50 listes, il y aura peut-être 2-3 listes, plus celle de Zaman. Alors Gentilly se trouve dans le 94, donc 94-250 pour le code postal. Donc c'est une ville frontalière juste derrière le périphérique parisien. D'accord. Et Une petite ville de 17 000 habitants. d'accord. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Quel est l'état de la constitution de la liste? Quels sont vos projets? Est-ce que vous envisagez de démarcher certaines personnes, des associations? Alors tout à fait, donc là pour le moment on est dans les prémices de la constitution de la liste. Dans un premier temps on va se reposer sur une base militante UPR. On a à peu près une vingtaine d'adhérents militants sur la ville de Gentilly, sur 17 000 habitants, donc c'est déjà un bon ratio, qu'on contacte les uns après les autres, à qui on demande donc de s'investir, déjà de savoir si ça les intéresse, donc à eux-mêmes de faire partie de la liste UPR pour ces municipales, et au-delà de ça, de s'investir sur la campagne de manière plus globale. Je rappelle quand même que c'est une liste paritaire homme-femme, ce qui représente une difficulté supplémentaire dans les constitutions de liste sur des petites villes comme celle-là. Et donc effectivement pour la constitution de la liste, moi j'ai à cœur de pouvoir constituer la liste au municipal en intégrant des acteurs sociaux de la ville de Gentilly, des acteurs associatifs, des personnes qui sont déjà engagées dans la vie citoyenne de Gentilly. D'accord, vous en avez déjà rencontré, vous avez des contacts On a commencé à prendre des contacts avec des associations locales de commerçants, de maires, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est que le soir du premier tour, on ait quelques villes de plus de 10 000 habitants, peut-être 30 000, 40 000, 50 000. On se présente dans 9 villes. Dans la liste que je vais annoncer, il y a 9 villes de plus de 100 000 habitants où on va avoir des listes. Mais que dans toutes ces villes, on fasse des scores qui quand même donne le sentiment à tous les gens qui nous suivent de façon plus visible que notre parti progresse. Parce qu'on continue à progresser. Les européennes, on a nettement progressé, mais ça n'a pas été visible pour des raisons justement de dispersion des votes, de ce genre de choses. On sait maintenant que vous êtes candidat à l'élection municipale à Saint-Omer. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ça se prépare tout doucement. Donc là, je rencontre mes anciens colistiers puisque j'avais monté une liste donc anciennement au Front National. Ouais. Donc à la dernière élection et donc voilà, il faut remotiver les troupes et puis parce que c'est vrai que j'étais le seul élu sur ma liste. Voilà, il y a des gens qui se sont un petit peu qui n'ont pas suivi réellement l'activité municipale. Donc voilà, après maintenant il faut les recontacter, voir leur motivation et puis on va y aller tout doucement, quoi. D'accord. Et quel est le leitmotiv de votre campagne ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? Alors l'objectif c'est vraiment de retrouver le bon vivre dans notre ville. Le maire actuel a focalisé son action sur les grands projets. Nous on veut vraiment avoir une action locale impliquant les citoyens.
vraiment de s'occuper du bien-être des gens de la commune. D'accord, recentrer un peu sur le quotidien des municipalisés plutôt que sur les grands projets. Exactement, oui. Après, il y aura aussi des grands projets à mener, mais on veut vraiment, je pense que les habitants sur Saint-Omer ont été un peu délaissés dans leur vie quotidienne. Et donc, on va s'appliquer à résoudre leurs problèmes. Très bien. Et comment en est l'état de votre constitution de liste? Est-ce que vous êtes optimiste sur la constitution de la liste et sur vos résultats? Alors donc, je dois revoir les 33 personnes qui étaient avec moi. Je sais que tous ne repartiront pas. Après, j'ai déjà d'autres contacts. Voilà. Faut dire une chose, c'est qu'il y a donc 6 ans, j'avais fait signer ma dernière femme l'avant-veille du dépôt de la liste. Donc voilà, j'ai bon espoir de la constituer un peu plus tôt cette année. D'accord. On vous souhaite tout le courage et toute la réussite possible. Vous savez, la politique, c'est un combat. Il ne faut jamais baisser les bras. On a parlé beaucoup de Nigel Farage et du UKIP qui arrive maintenant à maturité, si j'ose dire. Mais Nigel Farage, il a créé le UKIP, son parti, le premier parti avant de créer le Brexit Party. Il a créé le UKIP en 1993. Et en 2010, aux élections générales, comme on dit au Royaume-Uni, les élections législatives générales de 2010, il a fait 3% des suffrages. C'est-à-dire que 17 ans après sa création, il faisait 3%. Mais le plus difficile en politique, c'est de passer de 0 à 1, de 1 à 2. C'est ça qui est le plus difficile. Mais puis petit à petit, surtout quand les événements vous servent, eh bien on décolle. Et c'est ce qui s'est passé avec le UKIP, qui est à 3% en 2010. Et puis maintenant, en 2016, 6 ans après, il a largement contribué à la victoire du Brexit. Et en 2019, aux élections européennes, il a fait 34%. Donc vous voyez comment en politique, les choses peuvent évoluer brutalement d'un seul coup.